Comprendre notre cerveau est l'un des plus grands mystères de la science et l'un des défis majeurs de la médecine. Pour le relever, un projet de recherche européen mise sur un superordinateur et sur la neuroinformatique, le Human Brain Project. Bienvenue dans Xenius. Salut. Si on comprenait mieux le cerveau humain, on pourrait peut-être guérir des maladies jusqu'ici incurables. Les personnes paralysées pourraient de nouveau marcher et les personnes victimes d'un AVC retrouver des sensations. Voilà l'enjeu et il faut dire que c'est assez fascinant. Absolument. Mais simuler le cerveau à l'aide d'un superordinateur est un projet qui fait débat. Aujourd'hui, dans cette émission, nous allons voir si la médecine et la recherche peuvent vraiment tirer profit de ce superordinateur et si c'est un projet qui a un réel avenir. Pour répondre à ces questions, nous nous trouvons à Genève, au siège du Human Brain Project. C'est un projet de recherche aussi spectaculaire que celui d'aller sur la Lune dans les années 60. As humans, we can identify galaxies light years away. We can study particles smaller than an atom, but we still haven't unlocked the mystery of the 3 pounds of matter that sits between our ears. Le cerveau est au centre de toutes les attentions. Partout dans le monde, des scientifiques tentent d'en savoir plus, et c'est la raison pour laquelle le Human Brain Project a été lancé en Europe en 2013. Ce grand projet vise à rassembler les découvertes passées et futures issues de la médecine, de la biologie et de l'informatique. Mais surtout, il a pour but de créer un cerveau artificiel, ou plus exactement, de faire entrer le cerveau dans l'ordinateur. Et c'est déjà une réalité. Par exemple, à Julier, en Allemagne. Les objectifs sont ambitieux. Il s'agit notamment de permettre aux personnes paralysées de remarcher. Les recherches médicales en la matière portent déjà leurs fruits. Mais avec des banques de données et des modèles informatiques communs, on pourrait mettre au point de nouveaux traitements plus efficaces contre de nombreuses maladies cérébrales. Le siège du Human Brain Project se trouve en Suisse, à Lausanne et à Genève. Il est doté d'un budget d'1,2 milliard d'euros et compte 112 instituts de 24 pays différents. Le Human Brain Project poursuit 3 objectifs principaux. 1. Faire entrer le cerveau dans l'ordinateur. La modélisation informatique du cerveau humain doit permettre d'étudier des pathologies telles que Parkinson, Alzheimer ou les AVC. 2. Créer de nouveaux ordinateurs en s'inspirant de cette machine qu'est le cerveau. À ce jour, aucun superordinateur n'est aussi efficace ni n'occupe aussi peu d'espace mémoire que le 1,5 kg de matière logée dans notre boîte crânienne. 3. Mettre à disposition les connaissances sur le cerveau. Chaque année dans le monde, environ 60 000 travaux scientifiques paraissent sur le sujet. Il s'agit de rassembler tout ce savoir dans de grandes banques de données. Mais avant même que le Human Brain Project ne soit lancé, un scandale éclate. Dans un courrier adressé à la Commission européenne en 2014, plus de 800 scientifiques critiquent le projet. Nous doutons fort que les objectifs et la mise en œuvre du projet Human Brain Project aboutissent à ce qu'il devienne en Europe le centre du travail de recherche qui fera avancer notre compréhension du cerveau. Parmi les signataires, le professeur Niels Brose de l'Institut Max Planck de Göttingen. De mon point de vue, on n'a pas assez de données détaillées pour une modélisation fiable des régions cérébrales auxquelles nos confrères du Human Brain Project s'intéressent. En réponse aux critiques de centaines de scientifiques, le Human Brain Project est remodelé. Pour permettre aux chercheurs en médecine, en biologie et en informatique d'accéder aux outils et aux résultats du projet, 6 plateformes de recherche sont créées début 2016. L'une d'elles est la plateforme de neurorobotique qui a pour mission de contrôler les modèles de cerveau conçus par différents groupes de travail. Elle est dirigée par Marc-Oliver Gewaltig. Ceci est la reconstitution numérique d'un cerveau de souris. Nous allons voir ce que c'est exactement et ce qu'on peut faire avec. Que nous montrent ces images au juste? En quoi est-ce si fascinant?
Sur ce film, on voit des neurones isolés. On se croirait un peu dans l'espace. L'ensemble est reconstitué à partir de centaines de coupes de cerveau qui ont été réalisées aux États-Unis. L'intérêt, c'est que je retrouve chaque neurone au bon emplacement. Donc les neurones correspondent à cet amas de points blancs. Exactement. Ces points blancs sont les petits neurones. En réalité, c'est bien plus complexe. Il manque les liaisons entre les neurones. Vous les avez oubliés? Non, on ne les a pas oubliés, mais si on les représentait, on n'y verrait plus rien. Dans le cerveau de la souris, chacun de ces points transmet 1000 liaisons aux autres cellules nerveuses. Et on reçoit 1000 autres en échange. Autrement dit, il y a 2000 connexions par cellule nerveuse. Chez l'être humain, c'est entre 10 000 et 100 000. Cette reconstitution numérique du cerveau d'une souris est fascinante. Mais peut-on transposer toutes les informations obtenues au cerveau humain? C'est sûrement un peu plus compliqué que ça, non? En effet, on ne peut pas transposer toutes les informations, mais seulement certaines d'entre elles. En fait, on fabrique avant tout des outils qui sont universels, autrement dit capables de lire indifféremment des données issues de souris ou d'êtres humains. Bien sûr, ce n'est pas du tout le même ordre de grandeur. C'est pourquoi nous devons commencer avec les souris. Un cerveau de souris produit beaucoup moins de données et il est nettement plus petit qu'un cerveau humain. Mais notre idée, c'est d'élaborer d'abord ces outils, sachant que la technologie informatique continue à se développer en parallèle. Bref, nous comptons sur la technologie de demain pour pouvoir reconstituer le cerveau humain qui est plus grand. Pour voir ça plus concrètement, vous nous proposerez tout à l'heure de mener une petite expérience à l'aide de ce système. Le but est de comprendre comment les neurones interagissent pour créer un mouvement fluide. Comme on l'a dit, chaque point est un neurone et chaque neurone est un système très complexe en soi. Je vous propose de nous suivre en coulisses pour découvrir comment les chercheurs parviennent à simuler ces petites cellules grises. Combien de temps faudra-t-il pour pouvoir reproduire tous les stimuli qui génèrent les mouvements? Le mouvement des moustaches doit déclencher les mêmes signaux dans le cerveau artificiel que dans l'original. Ces signaux sont obtenus à partir de lamelles ultra fines de cerveau de véritables animaux. Je pense qu'on a encore du chemin à faire pour obtenir des données expérimentales. Rodrigo Perrin poursuit un objectif: enregistrer les signaux des neurones provenant des tissus du cerveau et les utiliser pour construire un modèle virtuel. Depuis des années, il y consacre tout son temps. Les lamelles de cerveau de quelques micromètres d'épaisseur restent vivantes pendant des heures dans la solution nutritive. Les signaux des neurones ainsi obtenus sont entrés dans un superordinateur. Pour cela, Rodrigo place l'échantillon de cerveau dans l'appareil de mesure. Il a ensuite besoin de ces petites pipettes en verre qui serviront plus tard de sonde. Leur pointe est jusqu'à 1000 fois plus fine qu'un cheveu. À présent, Rodrigo remplit les pipettes d'un liquide nutritif qui reproduit le fluide cérébrospinal naturel. Mais la sonde n'est pas encore prête. Elle doit mesurer des signaux de neurones ultra fins. Pour cela, elle est munie d'un fil de fer qui achemine les signaux dans l'appareil de mesure et de là dans l'ordinateur. L'appareil de mesure contient un microscope, ce qui permet à Rodrigo de voir tout de suite sur son écran où les sondes se trouvent exactement sur l'échantillon de cerveau. Voilà ce qui se passe lorsque la pointe de la pipette passe sur l'échantillon de cerveau. On peut stimuler individuellement des cellules pour voir comment réagissent d'autres cellules enregistrées simultanément. Ça permet de localiser avec précision les liaisons entre les cellules nerveuses, les synapses. À partir des résultats de centaines de mesures en laboratoire, on fabriquera plus tard le modèle virtuel qui commandera un corps de souris artificiel créé sur ordinateur. Lorsqu'on remue les moustaches, il réagit par les mêmes signaux que dans un véritable cerveau de souris.
Le plus impressionnant pour moi, ce sont les liaisons synaptiques entre les cellules. Quand on stimule une cellule, on en voit une autre répondre. Et on peut reproduire ce phénomène artificiellement. C'est assez fascinant, je trouve. Mais comme le disait Rodrigo, on est encore loin de pouvoir créer un cerveau artificiel. Il est temps maintenant de voir comment les cellules nerveuses interagissent pour produire un mouvement. Tout mouvement prend naissance dans le cerveau. On peut déjà constater que les cellules nerveuses du cerveau de la souris ne chôment pas. Qu'est-ce qu'on voit là? Un mouvement concret? On voit ici une situation typique de ce qui se passe dans le cerveau. Les cellules nerveuses, les neurones, s'activent. Chaque flash correspond à une impulsion électrique et ce sont ces impulsions qui sont transmises d'un neurone à un autre. Question: comment l'interaction de ces neurones, qui s'activent apparemment au hasard, génère-t-elle une pensée ou un mouvement cohérent? Comme tout est entremêlé dans le cerveau et qu'on ne peut plus vraiment séparer les éléments, on commence par la fin. Autrement dit, on part du mouvement musculaire qui se produit au niveau des articulations. Puis, on remonte au cerveau central en passant par la moelle épinière. Nous vous avons préparé une petite expérience pour voir comment les neurones commandent les différents muscles et combien il est difficile de produire un simple mouvement. Alors, voyons ça. Notre souris est en bas, c'est tout ce que je peux dire. Qu'est-ce que c'est que ça? La souris a 2 pattes avant et 2 pattes arrière, et chacune d'elles a 3 articulations. Mais ce n'est pas comme dans un robot où l'articulation est commandée par un moteur. Il y a toujours 2 muscles, un qui est responsable de l'extension et un autre de la flexion. Voici notre souris. Je peux activer des cellules nerveuses isolément et amener cette patte à bouger dans telle ou telle direction. En haut, ça clignote déjà. Chaque carré correspond à un groupe de cellules nerveuses du cerveau qui permettent de générer automatiquement un mouvement rythmé. Par exemple, quand on marche. On a concocté un petit jeu. Quand je clique ici et là, notre souris remue régulièrement la patte. Donc, à partir de ce carré noir, je produis un mouvement. Un mouvement de la patte. Un mouvement de la patte. Vas-y doucement. Voici le centre. L'autre patte doit s'abaisser. Oui. En bas, en haut. Pas commode comme mouvement. Les pattes arrière ne bougent pas. Elle perd l'équilibre. La souris tombe à la renverse. C'est vraiment un jeu compliqué. Qu'est-ce qu'il nous apprend? Il nous apprend quelles connexions doivent s'établir entre les neurones pour générer les bons mouvements. Bien sûr, on ne peut pas le simuler graphiquement, comme on le voit à l'instant. Mais on peut le faire quasiment de manière automatisée, en laissant l'ordinateur travailler seul et en sachant quel mouvement on veut obtenir au final. Concrètement, on prend par exemple les données de mouvement de souris qui ont été saisies à l'aide d'un système de lecture optique. Puis, on compare ce que fait le modèle de souris avec ce qu'a fait la souris de laboratoire correspondante. Simuler un cerveau sur ordinateur est une chose complexe. Et pour de nombreux chercheurs, c'est un projet irréalisable. Voyons quels sont selon eux les principaux obstacles. Faire entrer le cerveau dans l'ordinateur est l'objectif des chercheurs de Julier en Allemagne, comme de Lausanne en Suisse. Dans de nombreux pays, on tente de créer un cerveau virtuel complet. On compte y parvenir d'ici 2023.
Mais une grande partie de la communauté scientifique doute que dans l'état actuel de la connaissance, on puisse reconstituer, même de loin, le cerveau humain. Sa capacité d'adaptation et sa complexité sont considérées comme deux entraves majeures. Peut-on créer artificiellement cette capacité d'adaptation? Le cerveau possède deux propriétés essentielles, la faculté de changer en permanence et celle d'apprendre. Il se modifie jour après jour. Nos neurones s'interconnectent sans cesse autrement et nous amènent à nous renouveler. Cela nous permet d'apprendre. Tous les sens sont sollicités. Mais on ignore comment les neurones nous permettent d'apprendre et de mémoriser et de quelle façon ils s'interconnectent concrètement. Peut-on créer artificiellement cette complexité? Chaque neurone a jusqu'à 100 000 synapses. Le cerveau contient 100 milliards de neurones. Autrement dit, 10 billions de synapses communiquent entre eux, soit 100 fois plus qu'il n'y a d'étoiles dans notre galaxie. Même avec le plus performant des superordinateurs, il n'est pas encore possible d'évaluer ce chiffre colossal et les possibilités de liaison qui en découlent. Il y a 30 ans déjà, on a réussi à déchiffrer les 302 neurones d'un nématode ou ver rond. Mais, malgré leur faible nombre, on n'a pas encore pu trouver comment ces neurones commandaient ensemble l'animal. En outre, les neurones ne constituent qu'à peu près la moitié de la matière grise. On sait peu de choses de l'autre moitié. Le professeur Niels Brose compte parmi les nombreux sceptiques. À l'Institut Max Planck de Göttingen, il fait de la recherche fondamentale pour comprendre comment les synapses communiquent entre eux. À ses yeux, le projet de modélisation du cerveau n'est pas encore mûr. À mon avis, on ne peut pas vraiment reconstituer la situation réelle dans le cerveau. Il y a trop de paramètres qu'on ne connaît pas pour construire le modèle adéquat. Si le but, comme on l'a dit initialement, est d'expliquer le cerveau humain et son mode de fonctionnement, de comprendre certaines modifications pathologiques et de proposer des traitements, alors il nous manque les bases pour réaliser la modélisation correspondante. Une commission scientifique mise en place par l'Union européenne doit servir de médiateur entre le Human Brain Project et ses opposants. Dans le rapport final de la procédure de médiation, les réserves des détracteurs sont résumées en ces termes. Considérant bien des aspects du fonctionnement du cerveau, nos connaissances sont encore bien trop limitées pour permettre qu'une telle simulation soit fiable. Cela remet en question l'utilité du projet. Monsieur Gewaltig, que répondez-vous aux reproches sur le manque de connaissances fondamentales? La réponse est assez simple. Si nous effectuons nos recherches, c'est avant tout pour savoir exactement de quelles informations nous avons encore besoin pour finaliser les modèles. On nous reproche également de ne pas disposer encore de la technologie nécessaire pour simuler ces modèles. Il est clair que les connaissances en la matière ne peuvent s'acquérir que par la pratique. Bien sûr, nous ne pouvons pas encore simuler le cerveau. Mais justement, nous avons besoin d'un projet de recherche pour apprendre à le faire. Dans le projet de recherche, vous vous engagez à réaliser une simulation du cerveau humain en 2023. Est-ce jouable? Cette déclaration se base sur deux hypothèses. La première est que la technologie informatique se développe de manière à nous permettre de stocker les données nécessaires. J'estime toujours que c'est faisable. La deuxième hypothèse est que les technologies de collecte de données, qui se sont fortement développées en biologie ces derniers temps, continuent à progresser. Si ces conditions sont réunies, je crois qu'on pourra effectuer une simulation du cerveau humain à la date indiquée. Mais, et c'est sans doute là que les avis divergent, la question est de savoir ce que ces simulations vont apporter. Je pense qu'elles vont nous permettre d'analyser certains processus dans le cerveau. Mais je ne pense pas qu'on obtiendra un parfait avatar.
Un autre intérêt du projet est de favoriser le progrès technologique. Où en est-on sur ce point? Concernant le progrès technologique, le Human Brain Project est divisé en 3 domaines, à savoir la neurobiologie, la médecine et l'informatique. C'est dans ce dernier domaine que les résultats sont les plus tangibles. Je veux parler des nouvelles architectures informatiques. On développe des ordinateurs spéciaux qui fonctionnent sur le principe du cerveau humain. En médecine, on tente de déterminer les causes des nombreuses pathologies cérébrales qui sévissent actuellement et qui sont classifiées uniquement en fonction de leurs symptômes. Bien sûr, ce n'est pas pour demain. De la même manière, les progrès escomptés en neurobiologie sont encore hypothétiques. Merci beaucoup, c'était passionnant. On vous souhaite bonne chance pour la suite du projet. Merci. Merci à vous. On vient de l'entendre, en médecine aussi, quelques projets profitent déjà des découvertes et des technologies du Human Brain Project. Allons voir ça de plus près. Dans un hôpital genevois, des chercheuses testent leur dernière invention, un robot thérapeutique qui doit aider les patients victimes d'un AVC à surmonter leur paralysie. En cas d'accident vasculaire cérébral, certaines régions du cerveau sont endommagées, ce qui entraîne des paralysies. Mais le cerveau a une grande faculté d'adaptation. Les zones qui ne sont pas endommagées peuvent relayer celles qui le sont et apprendre de nouveaux mouvements. Pour chaque malade, les roboticiennes mesureront les flux cérébraux en vue de concevoir des modèles de cerveau individuels. Les ordinateurs détermineront comment le bras du robot devra se déplacer pour que les régions du cerveau encore saines s'entraînent de manière optimale. Avoir un modèle, pouvoir prédire ce qui se passe dans le cerveau après une lésion, peut vraiment nous permettre de mieux comprendre les mécanismes en jeu, de savoir comment soigner cette lésion cérébrale et d'aider les patients. Donc je pense que les modèles informatiques sont l'avenir de ce type de recherche. Une autre technique, conçue également au Centre de recherche de Genève, utilise des électrodes implantées dans le cerveau du patient qui transmettent directement les ordres du cerveau. Les liaisons nerveuses rompues sont remplacées par la technique et un mini-ordinateur. Ce dernier pilote un émetteur d'impulsion qui est placé près du muscle et transmet les stimuli nerveux au muscle. Ainsi, on peut réanimer des parties paralysées du corps. À Lausanne, des chercheurs utilisent un procédé similaire. Ils ont réussi à implanter dans des rats paraplégiques une prothèse de la moelle épinière qui peut pallier les tissus nerveux endommagés ou détruits. Après quelques semaines, les rats peuvent de nouveau marcher. Cela signifie qu'à l'avenir et dans certaines conditions, des personnes paralysées pourront remarcher. Les premières expériences sont déjà en cours. Mais toutes ces techniques sont encore très lourdes. Le robot thérapeutique que les chercheuses de Genève développent pour les personnes victimes d'un AVC exige des modèles de cerveau très précis de chaque patient. Cela tient à une particularité du cerveau humain. Deux personnes peuvent exécuter la même tâche et pourtant, ce qui se passe dans leur cerveau est totalement différent. On pense que les cerveaux sont tous identiques et on est tenté d'uniformiser les choses. Or, chaque individu a un comportement différent. Pour moi, c'est vraiment fascinant de voir combien ça peut être complexe et varié. Les roboticiennes s'imaginent très bien coopérer plus tard avec le Human Brain Project. Ainsi, leurs données pourraient être exploitées par d'autres chercheurs. Par contre, rien ne dit qu'un modèle de cerveau commun leur serait utile, précisément parce que chaque cerveau fonctionne différemment. Je crois qu'on est encore loin de construire un modèle pour un patient qui pourrait aussi servir à d'autres malades. On est toujours un peu dans le flou, mais il faut bien commencer quelque part. Le premier pas est franchi. Bon nombre de scientifiques souhaitent participer au Human Brain Project, ce qui pourrait accélérer le développement de nouveaux traitements et offrir une perspective réjouissante aux malades.
Aujourd'hui, nous avons vu que notre cerveau était une machine absolument géniale. Mais l'idée de le simuler est un projet qui se heurte encore à des obstacles majeurs. C'est pourquoi beaucoup estiment que le Human Brain Project est trop ambitieux et irréaliste. D'un autre côté, ce projet est tout à fait prometteur. Car même si on n'arrive pas à simuler sur ordinateur notre cerveau avec toutes ses fonctions, de nouvelles connaissances et technologies vont émerger. Et il ne fait aucun doute qu'elles seront bénéfiques pour la recherche et la médecine. Les prémices sont déjà là. En tout cas, on suivra tout ça de près pour vous. À la prochaine. Salut, tschüss.